Je n'oublierai jamais ce moment. Le visage que j'avais embrassé tant de fois avec tendresse m'a craché au visage avec dégoût. Je m'appelle Martine, j'ai 67 ans et je vis à Toulouse, dans la même maison depuis plus de 30 ans. J'y ai élevé ma fille Camille seule, après que son père, Jean, soit parti quand elle n'avait que 6 ans. J'ai travaillé toute ma vie comme couturière, jour et nuit, pour lui offrir ce que je n'avais jamais eu: stabilité, éducation et amour. Mais depuis 3 ans, ma propre maison est devenue ma prison. Camille, qui a aujourd'hui 34 ans, est revenue vivre chez moi après son divorce. Officiellement, c'était pour m'aider, mais au fond, je savais très bien que c'était parce qu'elle n'avait pas les moyens de payer son propre loyer. Ce matin-là, je préparais le déjeuner. Un gratin dauphinois, quand elle est rentrée, téléphone collé à l'oreille, hurlant après son ex-mari à cause de la pension de Lucas, mon petit-fils de 9 ans. Je lui ai simplement demandé « Tu veux que je te serve quelque chose à manger, ma chérie ?» Et là, tout a explosé. Elle m'a regardé avec un mépris que je n'avais jamais vu dans ses yeux. « Tu ne vois pas que je parle ? Vieille dégoûtante. Avant même que je puisse réagir, j'ai senti la salive chaude couler sur ma joue. Le temps s'est arrêté. Lucas, qui était dans le salon, s'est figé. Moi, je suis restée debout, le cœur battant, la gorge serrée. J'ai pris mon torchon, je me suis essuyé le visage, et je n'ai rien dit. Pas un mot. Je me suis enfermée dans la salle de bain et j'ai regardé mon reflet. Cette femme fatiguée, ridée, les yeux humides. Ce n'était pas moi, ce n'était pas la Martine forte, courageuse, qui avait tout sacrifié pour sa fille. Quelque chose en moi s'est brisé, mais, paradoxalement, quelque chose d'autre s'est réveillé. Plus tard dans la journée, quand Camille est sortie faire ses courses en me laissant Lucas, il est venu vers moi avec son air d'ange. « Mamie, pourquoi maman te crie tout le temps dessus ?» Sa petite voix m'a transpercé le cœur. Je lui ai simplement répondu « Parce que parfois, mon cœur, les gens oublient d'aimer correctement. » Mais au fond de moi, une certitude naissait. Si je ne réagissais pas maintenant, Lucas grandirait en pensant qu'il est normal de maltraiter une femme âgée, surtout quand elle est faible et gentille. Ce soir-là, pendant que la maison dormait, je me suis assise à la table de la cuisine avec ma tasse de tisane à la camomille, la même que je bois depuis des années. Le silence me semblait lourd, presque inquiétant. Je regardais autour de moi. Cette maison que j'avais bâtie à la sueur de mon front, chaque rideau cousu par mes mains, chaque meuble payé à crédit. Et ma fille, ma propre fille, y régnait comme une étrangère arrogante. J'ai compris que Camille ne vivait pas ici pour m'aider. Non, elle vivait ici pour profiter de mon argent, de ma gentillesse, de mon silence. Et ce soir-là, j'ai pris la première vraie décision de ma nouvelle vie. Je n'allais plus supplier l'amour ni le respect de personne, même pas de ma fille. J'allais reprendre le contrôle de ma vie, coûte que coûte. Je me suis levée, j'ai éteint la lumière et j'ai murmuré pour moi-même « Martine, il est temps qu'ils comprennent qui tu es vraiment. » Mais avant de continuer, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne et dites-nous en commentaire de quelle ville ou pays vous nous regardez. Nous aimons beaucoup savoir jusqu'où nos histoires voyagent. Les jours suivants, j'ai fait semblant que rien ne s'était passé. Je préparais le café, je faisais les lessives, je gardais Lucas. Comme si cette gifle invisible, ce crachat au visage, n'avait jamais eu lieu. Mais à l'intérieur, tout avait changé. J'observais, j'écoutais, je notais les détails que je n'avais jamais voulu voir. Un matin, alors que j'étendais le linge sur le balcon, j'ai entendu la voix de Camille dans ma chambre. Elle téléphonait, sans se douter que j'étais là. « Oui, Marion, la maison est vraiment bien située, » disait-elle en riant. « Tu sais comment sont les vieilles, elles exagèrent toujours leurs petits bobos. Quand elle partira en maison de retraite, je referai tout à mon goût. » J'ai senti mes jambes trembler. Elle parlait de ma maison, celle que j'avais achetée après 40 ans de travail, comme si elle lui appartenait déjà. Je suis entrée sans bruit. Elle m'a vue, mais n'a même pas eu la décence de raccrocher. « Oui, maman est là, mais tu sais, elle ne comprend pas toujours tout, » ajouta-t-elle, le plus naturellement du monde. Je suis restée sans voix. Cette fois, je n'ai pas pleuré. Je me suis simplement dit « Très bien. Tu veux jouer à ça ?
Alors on va voir qui est vraiment vieille ici. L'après-midi même, pendant qu'elle était partie chercher Lucas à l'école, j'ai ouvert ma petite boîte en fer où je garde mes papiers importants. Les livrets de banque, le titre de propriété, mon testament. Et là, une chose m'a glacé le sang. Un document que je n'avais jamais signé. Un mandat de gestion qui donnait à Camille le droit d'accéder à mes comptes en cas d'urgence médicale. Et pourtant, il y avait ma signature, ou du moins, une imitation parfaite. J'ai senti une colère froide me traverser. Je me suis dit, « Tu veux vraiment me dépouiller, ma fille ? Très bien. Tu vas voir à quel point ta vieille mère a encore toute sa tête. » Le lendemain matin, je me suis rendue au cabinet de Maître Lefebvre, l'avocat qui m'avait aidé à acheter la maison il y a des années. Il m'a accueilli avec ce ton respectueux qu'ont les vrais professionnels. Je lui ai montré les papiers, les relevés, le mandat suspect. Il a tout parcouru attentivement, puis a relevé les yeux vers moi. « Madame Martin, c'est malheureusement plus courant qu'on ne le pense. Des enfants qui manipulent leurs parents âgés pour s'emparer de leurs biens, mais rassurez-vous, vous êtes lucide, donc vous pouvez tout annuler. » Ces mots m'ont frappé. « Vous êtes lucide. » Oui, je l'étais. Plus que jamais. Il a préparé les documents pour révoquer ce pouvoir et m'a conseillé de protéger mes avoirs. « Je peux aussi vous aider à rédiger un nouveau testament, » ajouta-t-il. « Votre fille n'a pas besoin de tout hériter, si vous voulez privilégier votre petit-fils. » J'ai souri. « Exactement, maître. Mon Lucas mérite un avenir, pas une leçon d'égoïsme. » En rentrant chez moi, j'ai senti un mélange étrange de tristesse et de force. Camille était dans le salon, étalée sur le canapé, téléphone à la main, pendant que Lucas faisait ses devoirs seul à table. Elle m'a à peine regardée. « T'as encore été chez le médecin ? Tu devrais y aller plus souvent à ton âge. » Je n'ai rien répondu. Mais dans ma tête, tout était clair. Je n'allais pas me laisser déposséder de ma dignité. Le soir, j'ai appelé mon cousin Paul, qui vit à Annecy. « Martine, viens quelque temps ici, » m'a-t-il dit d'une voix douce. « Change d'air. Tu en as besoin. » Pas encore, Paul. Pas avant d'avoir tout réglé à Toulouse. Les jours suivants, j'ai continué ma vie comme si de rien n'était. Je préparais le dîner, je m'occupais de Lucas, je souriais même à Camille. Mais chaque soir, dans ma chambre, je planifiais ma sortie. Je notais tout. Les comptes à fermer, les documents à transférer, les appels à faire. Mon plan se mettait en place, calmement, méthodiquement. Camille croyait vivre avec une vieille femme fatiguée. Elle allait bientôt découvrir qu'elle vivait avec une femme déterminée, et que, cette fois, c'est moi qui allais disparaître. Mais à mes conditions. Je me souviens encore du matin où tout a commencé à s'enchaîner. J'étais assise à la table de la cuisine, un stylo à la main, mes papiers étalés devant moi. J'avais passé la nuit à réfléchir. Le bruit de la pendule résonnait dans la maison, comme un compte à rebours. Camille dormait encore, sûrement après une de ces soirées passées à se plaindre de la vie sur les réseaux. Lucas dormait paisiblement dans sa chambre, son petit sac d'école posé à côté de son lit. Je les ai regardés tous les deux et j'ai compris que j'étais prête. Ce jour-là, je suis allée voir Maître Lefebvre une dernière fois. « Vous êtes sûre de votre décision, Madame Martin ? » « Oui, maître, je veux vendre la maison, discrètement, et transférer les fonds sur un compte que moi seul peux gérer. » Il a hoché la tête sans poser de questions. Il savait que ma décision était irrévocable. En quelques semaines, tout s'est orchestré avec une précision presque chirurgicale. L'acheteur, un jeune couple charmant, a visité la maison pendant que Camille était partie en week-end avec une amie. La signature s'est faite un mardi matin, dans ce bureau aux murs tapissés de dossiers. J'ai signé lentement, savourant chaque trait de plume, comme si je signais ma liberté. L'argent a été viré sur un nouveau compte, à mon nom uniquement, à la banque d'Annecy. J'ai également modifié mon testament. Désormais, tout reviendrait à Lucas. Pas un centime pour Camille. Pas par vengeance, mais par justice. Elle devait apprendre que l'amour d'une mère n'est pas un droit. C'est un don qu'on respecte. Ensuite, j'ai préparé mon départ comme on prépare une scène de théâtre. J'ai laissé la maison impeccable. Les draps propres, les plantes arrosées, les rideaux tirés. Sur la table du salon, 3 enveloppes. Une pour Camille, courte et claire. « Tu m'as appris ce qu'est la déception.
Moi, je vais t'apprendre ce qu'est la liberté. Une pour Lucas, douce et rassurante. Mamie t'aime, mon cœur. Je ne t'abandonne pas. Je pars pour mieux revenir. Et une pour moi-même. Une lettre que j'ai glissée dans mon sac, comme une promesse. Puis, à l'aube, j'ai pris ma vieille valise marron, mes papiers, quelques photos et ma machine à coudre. Je suis sortie sans faire de bruit. Le soleil se levait sur Toulouse, et pour la première fois depuis des années, j'ai respiré sans peur. Le train pour Annecy partait à 8h22. Je regardais le paysage défiler, les champs, les villages, les collines, et je sentais une paix étrange m'envahir. Je ne fuyais pas. Je partais pour vivre. Arrivé à Annecy, mon cousin Paul m'attendait sur le quai. Il m'a prise dans ses bras sans un mot. Sa femme, Hélène, m'a préparé un petit déjeuner chaud. Pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un me traitait avec douceur, sans jugement. Pendant ce temps, à Toulouse, la tempête éclatait. Mon téléphone, que j'avais gardé allumé par curiosité, a commencé à vibrer sans arrêt. Des dizaines de messages, des appels furieux. « Comment as-tu osé vendre la maison ? Tu es folle. Tu vas me le payer, maman. » Puis, le ton a changé. « Je t'en supplie, rappelle-moi. Je ne comprends pas. Où es-tu » Et enfin, la voix de Lucas. « Mamie, maman pleure tout le temps. Elle dit que tu es partie. Tu vas revenir, hein ?» J'ai écouté, les larmes aux yeux, mais je n'ai pas répondu. Parce que pour une fois, mon silence était ma victoire. Quelques jours plus tard, Maître Lefebvre m'a appelé. « Tout est réglé, Madame Martin. Juridiquement, tout est en ordre. Votre fille ne peut rien contester. » J'ai soupiré de soulagement. « Merci, maître. Vous venez de m'offrir la paix. » Le soir, en regardant le lac d'Annecy depuis la fenêtre de la chambre d'amis, j'ai compris que j'avais tourné une page. J'avais perdu une fille, mais j'avais retrouvé une femme. Moi. À Annecy, la vie avait une autre odeur, celle de la liberté. Le matin, j'entendais les cloches de l'église résonner dans l'air pur des montagnes et le bruit du marché en bas de la rue. Les gens se disaient bonjour, même sans se connaître. Ici, personne ne me regardait comme une vieille femme inutile. Paul et Hélène m'avaient ouvert leur maison avec une gentillesse rare. Mais au fond de moi, je savais que je ne voulais pas dépendre d'eux. Je voulais retrouver ma place. Pas celle d'une mère ou d'une épouse, mais celle d'une femme entière, capable de se tenir debout. Un matin, alors que je flânais dans le centre d'Annecy, je suis tombée sur une petite boutique avec une vitrine pleine de vêtements élégants pour femmes mûres. Le nom m'a fait sourire. Élégance mature. À travers la vitrine, j'ai vu une silhouette familière. Monique, une ancienne collègue de couture que je n'avais pas revue depuis plus de 15 ans. « Martine, c'est bien toi ?» On s'est regardé, bouche bée, puis on a éclaté de rire comme deux gamines. « Mais quelle surprise ! Viens, entre, raconte-moi tout. » Autour d'un café, je lui ai tout dit. Pas dans les moindres détails, mais assez pour qu'elle comprenne que j'avais dû fuir ma propre maison. Monique m'a écouté sans m'interrompre, puis elle a posé sa main sur la mienne. « Tu sais, Martine, ici je manque de monde. Si tu veux, viens travailler avec moi. Tu n'as rien à prouver. Tu es la meilleure couturière que j'ai jamais connue. » J'ai hésité, puis j'ai dit oui. Et c'est ainsi que, quelques jours plus tard, je me suis retrouvée derrière une machine à coudre, à assembler des tissus, à redonner forme et beauté à des vêtements et à moi-même. Les clientes venaient de souvent pour des retouches, mais restaient pour parler. Des femmes de 40, 50, 60 ans, parfois perdues, souvent blessées. Elles me racontaient leur vie, leurs enfants, leurs divorces, leurs peurs. Et moi, sans m'en rendre compte, je devenais une oreille, un réconfort. Un jour, Monique m'a dit « Tu devrais leur raconter ton histoire. Tu n'as pas idée du courage que tu inspires. » J'ai ri. « Mon histoire ? Celle d'une mère trahie ? Non, celle d'une femme qui s'est relevée. À partir de ce moment, Élégance Mature n'était plus seulement une boutique. C'était un refuge. On y parlait d'amour, de rides, de solitude, mais surtout de renaissance. Et pour la première fois depuis longtemps, je me sentais utile. Pendant ce temps, les nouvelles de Toulouse me parvenaient par bribes. Camille avait essayé de contester la vente de la maison,
sans succès. Elle avait perdu son emploi, croulait sous les dettes, et d'après Marion, ma sœur, elle se plaignait à tout le monde que je l'avais ruinée. Je ne ressentais plus de colère, seulement une profonde tristesse lucide. Elle récoltait ce qu'elle avait semé. Un jour, j'ai reçu un mail inattendu. « Mamie, je pense à toi. Maman pleure beaucoup. Je t'aime. » C'était Lucas. Je l'ai relu 10 fois avant de répondre. « Moi aussi, mon cœur. Je ne t'oublie pas. Bientôt, tu viendras me voir ici, d'accord ?» Et ce « bientôt » est devenu ma nouvelle lumière. Chaque jour, en cousant, je pensais à lui. Je voulais qu'il voie une grand-mère forte, pas une victime. Quelques mois plus tard, Monique m'a proposé de devenir associée dans la boutique. « Martine, tu as apporté une âme à cet endroit. Sans toi, ce n'est plus pareil. » J'ai accepté, émue. Moi, la femme que sa propre fille traitait de « vieille dégoûtante », je devenais chef d'entreprise à 67 ans. Le soir, en rentrant chez Paul et Hélène, je regardais le lac d'Annecy et je me disais « Tu vois, Martine, la vie n'est pas finie. Elle vient juste de recommencer. » Mais ce que je ne savais pas encore, c'est que le passé allait bientôt frapper de nouveau à ma porte. Et cette fois, il porterait le visage de ma fille. C'était un soir d'automne, à Annecy. Le vent faisait danser les feuilles sur la terrasse et j'étais en train de fermer la boutique quand mon téléphone a sonné. Un numéro inconnu. J'ai hésité, puis j'ai décroché. « Maman ?» Sa voix, tremblante, cassée, celle que je n'avais pas entendue depuis plus d'1 an. « C'est moi, Camille. » Mon cœur s'est serré. Pendant quelques secondes, je n'ai rien dit. « Que veux-tu, Camille ?» Un silence. Puis des sanglots. « Je sais que je ne mérite pas que tu me parles, mais je t'en supplie, écoute-moi. » Elle pleurait vraiment, pas cette comédie qu'elle jouait si bien autrefois. « J'ai tout perdu, maman. Le travail, l'appartement. Et Lucas, il me voit comme une étrangère. Il veut venir te voir. » J'ai fermé les yeux. Je ne pouvais pas rester de marbre à la mention de mon petit-fils. « Où es-tu ? » ?»« À Toulouse. Mais je peux venir à Annecy si tu veux. Juste, ne me raccroche pas, maman. » J'ai pris une grande inspiration. « Très bien, viens. Mais comprends bien une chose, Camille. Je ne veux ni mensonge ni excuses vides. Si tu viens, c'est pour dire la vérité. » 3 jours plus tard, je la voyais descendre du train, le regard fatigué, les traits tirés. À côté d'elle, Lucas, qui courut vers moi en criant « Mamie !» Je l'ai serré fort dans mes bras, les larmes aux yeux. Camille, elle, restait à distance, honteuse. « Entre !» lui ai-je dit simplement. Chez moi, elle regardait tout autour, les murs décorés, les fleurs, les photos. « Tu vis bien ?» murmura-t-elle, presque surprise. « Oui, Camille. Je vis. » Le dîner fut silencieux. Lucas bavardait, heureux, pendant que sa mère baissait les yeux. Quand il laisse monter se coucher, je me suis tournée vers elle. « Alors, dis-moi, pourquoi maintenant ?» Elle a éclaté en sanglots. « Parce que j'ai compris, maman. J'ai compris ce que j'ai fait. J'étais pleine de colère, d'amertume. Je t'ai pris pour responsable de mes échecs. J'ai voulu te punir, alors que tu étais la seule qui m'aimait vraiment. » Ces mots m'ont frappée comme une pluie d'hiver, froide mais sincère. « Tu as blessé ton fils, Camille. Et moi aussi. Ce n'est pas quelque chose qu'on efface. Je sais, maman. Je ne te demande pas de me pardonner. Je veux juste que Lucas passe un peu de temps avec toi. Il se sent bien ici. » J'ai hoché la tête. « Très bien, il peut rester quelque temps. Mais moi, je ne referai pas les mêmes erreurs. » Elle a essuyé ses larmes. « Merci. » Les jours suivants, Lucas s'est adapté immédiatement. Il aidait à la boutique, riait avec Monique, faisait ses devoirs au comptoir. Camille, de son côté, dormait beaucoup, parlait peu. Mais chaque geste, chaque regard trahissait un effort sincère pour se racheter. Un soir, alors que nous plions les tissus, elle m'a dit « Maman, je veux te rembourser un jour. » Pas pour l'argent, mais pour la honte. Je lui ai pris la main. « Ce que je veux, Camille, c'est que tu apprennes à te respecter. Quand tu le feras, tout le reste suivra. » Avant de repartir à Toulouse, elle a embrassé Lucas et m'a regardé droit dans les yeux. « Merci de m'avoir laissé entrer, même après tout. »
Je ne t'ai pas ouvert la porte, Camille. Tu l'as mérité en frappant honnêtement. Et quand le train a disparu au loin, je suis restée sur le quai, le cœur lourd, mais apaisé. Pour la première fois depuis longtemps, je ne ressentais plus de colère. Seulement une paix tranquille. J'avais repris ma dignité. Et ma fille, elle, commençait enfin à retrouver la sienne. 3 ans ont passé depuis ce jour sur le quai de la gare. Annecy m'a offert plus qu'un refuge. Elle m'a donné une nouvelle vie. Chaque matin, en ouvrant la boutique Élégance Mature, je respire profondément. Je sens l'odeur du café chaud qui monte de la rue et je remercie la vie d'avoir eu le courage de tout recommencer à 67 ans. Aujourd'hui, Lucas est un adolescent de 12 ans, curieux, brillant, un peu têtu, mais plein de cœur. Il vit souvent avec moi, surtout pendant les vacances. Nous avons notre rituel. Le dimanche matin, on va acheter des croissants, on s'assoit au bord du lac et on parle de tout. Il me pose souvent des questions sur le passé, sur sa mère, sur ce que j'ai ressenti. Je lui réponds toujours la vérité, sans colère. Tu sais, mon cœur, pardonner, ce n'est pas oublier, c'est se libérer. Camille, elle, a changé. Elle a suivi une thérapie, a trouvé un emploi dans une petite librairie à Toulouse et a appris à vivre sans dépendre de personne. Elle m'appelle chaque semaine, pas toujours pour parler longuement, mais pour me donner des nouvelles, pour savoir comment je vais. Nos conversations sont simples, vraies, légères. Un jour, elle m'a dit « Tu avais raison, maman. Ce que tu m'as enlevé, c'était la meilleure leçon de ma vie. » Je lui ai répondu « Et ce que tu m'as fait, Camille, a été la mienne. » Dans la boutique, tout a pris une dimension nouvelle. Avec Monique, nous avons ouvert un petit espace à l'arrière que nous appelons le coin des femmes fortes. Chaque jeudi après-midi, nous y recevons des femmes de 50, 60, parfois 75 ans qui viennent parler, échanger, se soutenir. Certaines sortent d'un divorce, d'autres d'une trahison, beaucoup d'un long silence. Je leur dis toujours la même chose. On ne peut pas empêcher les autres de nous blesser. Mais on peut choisir de ne plus leur laisser le pouvoir de nous détruire. Un jour, une journaliste locale est venue nous interviewer. Quelques semaines plus tard, un petit article est paru dans le journal. Martine Martin, la couturière d'Annecy qui répare les cœurs en recousant des tissus. Je l'ai lu en souriant. Oui, c'était exactement ça. Je ne réparais pas que des robes. Je réparais des vies, la mienne aussi. Je repense parfois à ma maison de Toulouse, à ces années de douleur et de silence. Mais je ne regrette rien. J'ai perdu des murs, mais j'ai gagné une âme neuve. J'ai perdu une fille pour un temps, mais j'ai retrouvé une femme en moi. Et chaque soir, quand le soleil se couche sur le lac, je murmure « Merci, la vie. Merci de m'avoir forcé à tomber pour mieux me relever. » Parce qu'au fond, cette histoire n'est pas celle d'une mère trahie. C'est celle d'une femme qui a refusé de mourir avant d'avoir vécu. Si cette histoire a touché votre cœur, répondez ici dans les commentaires. À ma place, qu'auriez-vous fait? N'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran. Elle apporte un rebondissement surprenant et émouvant qui vous captivera du début à la fin.